Aujourd'hui. Je vais couper ça. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui s'intitule Derrière la polémique, chloroquine, Lancetgate et dérive de l'information médicale. C'est organisé par Michel Rivasi, qui est eurodéputé, Europe Écologie Les Verts, biologiste de formation et qui s'est intéressé depuis très longtemps, depuis son premier mandat qui a eu lieu en 2004, 2009, pardon. 1009. Ouais. À la question de la transparence dans les politiques de santé à la fois européennes et nationales. On a aussi avec nous ce soir Gérard Delépine, qui est euh, oncologue, chirurgien, statisticien, qui a travaillé beaucoup avec sa compagne sur les tumeurs primitives des os, le traitement des métastases osseuses, la chirurgie des cancers des membres, etc. Je le laisserai compléter s'il le souhaite, si ma présentation est incomplète. Aujourd'hui, ce que je vous propose pour interagir avec la vidéo, c'est au lieu de faire un chat, de laisser des commentaires directement en dessous de la vidéo et de poser vos questions ici. On fera une pause, donc là ça dure jusqu'à 19 heures, donc on fera une pause dans une petite heure à 18h30 et je poserai les questions que vous aurez posées en dessous de la vidéo pour que nos intervenantes de ce soir puissent y répondre. Je vous remercie encore d'être là et je donne la parole tout de suite à Michel pour une sorte d'introduction. Et je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci professeur Delépine d'être parmi nous. Moi je voulais vraiment discuter avec vous parce que depuis cette crise du coronavirus, je trouve qu'il y a eu des dysfonctionnements énormes et sur le plan européen, puisque je suis députée européenne, j'ai rapidement demandé à ce que la Commission fasse une évaluation, je dirais, comparative, à la fois dans les infrastructures de chaque pays, à la fois dans les stratégies, puisqu'il y a eu des pays qui ont confiné de façon stricte, comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, des pays qui ont fait un confinement, je dirais, plus intelligent, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, comme... Les Pays-Bas n'ont pas confiné puis, du tout. Les oui, Pays-Bas n'ont jamais confiné. Ils ont simplement fermé les maisons de rendez-vous. Ils ont évité les grands rassemblements. Ah oui, c'est ça. Et puis l'Autriche aussi, qui a eu un comportement assez particulier. Et puis d'autres qui n'ont pas du tout confiné, c'est le cas de la Suède. Donc j'avais demandé à ce qu'on fasse ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire études comparatives, regarder les meilleures pratiques, et puis en troisième lieu, quelle peut être la valeur ajoutée de l'Union européenne lorsque surgit une pandémie sur le plan européen. Et là-dessus, j'ai eu une réponse la semaine dernière où la Commission a fait des reproches à la France pour dire que la France a manqué, je dirais, d'équipements médicaux, à la fois des masques, des diagnostics, qu'ils avaient des infrastructures qui étaient trop rigides, qui n'ont pas fait assez le lien aussi avec par exemple, tout ce qui est hôpitaux privés, vous voyez, ce lien public-privé. Et donc, ils sont partis un peu dans l'élaboration de cette étude un peu comparative. Alors, moi, je voudrais qu'on l'organise en deux parties. Première partie, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie française, mais pas que, puisqu'il y a eu l'Espagne et l'Italie, vis-à-vis de cette crise du coronavirus, chiffres à l'appui, parce que maintenant, quand même, on a du recul et on a des chiffres. Et puis ensuite, la deuxième partie, ça sera pour essayer d'évaluer la crédibilité des études cliniques. Parce que là, on a eu la saga, je dirais, de l'hydroxychloroquine, et je voudrais qu'on différencie, je dirais, la personnalité du professeur Didier Raoult par rapport à son traitement,
parce qu'on dit qu'il n'y a pas de traitement, mais qu'en est-il de son traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine? Et ensuite, essayons de comprendre pourquoi à l'heure actuelle, il y a un tel cafouillage, parce qu'on l'a vu dans les publications de Lancet, au niveau des éditions, je dirais scientifiques, parce que là, ça commence à devenir très grave. Et on a l'impression que s'il n'y avait pas des professeurs de médecine qui tirent la sonnette d'alarme, des députés qui tirent la sonnette d'alarme, etc., eh bien, on serait quand même dans une situation difficile. Donc, première partie, et merci vraiment d'être là, professeur. Alors, que pensez-vous de la stratégie française par rapport aux autres pays européens et qu'est-ce que vous en tirez comme renseignement? Alors, moi, je crois qu'une chose est simple. Je n'accuse pas uniquement la France. J'accuse l'attitude française de confinement aveugle. J'entends par aveugle, on mélange tout le monde et on croit qu'en enfermant comme on peut tout le monde ensemble, l'épidémie va s'arrêter. Alors, cette notion n'a jamais existé dans l'histoire de France, sauf au Moyen-Âge et à la suite du Moyen-Âge. La dernière fois qu'on l'a utilisée, ça a été pour la peste à Marseille et ça aboutit à ce que la moitié de la population de Marseille a été morte au bout d'un an, et que l'épidémie s'est propagée à toute la Provence. Il y a donc eu 50 000 morts sur 100 000 habitants à Marseille et 70 000 morts en Provence. Donc on avait la preuve que cette stratégie du enfermer tous ensemble est complètement inefficace. Et elle est revenue à la mode uniquement par l'intermédiaire du statisticien fétiche de l'OMS, Niels Ferguson, qui a prétendu que cette stratégie ancienne, qu'il a appelé de suppression. Il a prétendu qu'en faisant ça, on supprimerait l'épidémie. Il a prétendu que cette stratégie de suppression était la seule qui permettrait d'éviter 2 millions de morts aux États-Unis, 500 000 en Grande-Bretagne et 500 000 en France. C'était complètement artificiel. Il a utilisé des hypothèses fausses à une époque où on ne connaissait pas bien cette nouvelle maladie. Et il a réutilisé son truc sur la grippe. Et ça a été une catastrophe. Nous avons maintenant les chiffres. 4 grands pays en Europe, les voisins de la France, ont utilisé cette stratégie que j'appelle d'enfermement aveugle de toute la population en mélangeant stratégie d'enfermement aveugle. Eh bien, ce sont les 4 pays qui, au monde, ont... ces 4 pays qui, parmi les 5 premiers au monde, par la mortalité. Ainsi, on a la Belgique, qui est le champion du monde, avec 829 morts par million d'habitants, de Covid indirectement. La France s'en tire pas trop mal parmi ceux-là, puisqu'elle a 464 morts par million d'habitants. Ce sont les chiffres d'hier de l'OMS que je cite. Tandis que l'Italie est à 562 et l'Espagne à 580. Et si on regarde l'Allemagne, c'est 104 morts par million d'habitants, l'Autriche 75 morts par million d'habitants, la Norvège 56, la Norvège a confiné, mais les pays asiatiques que j'appelle démocratiques, qui sont Taïwan, le Japon et la Corée du Sud, ces pays-là sont à 5, 7 et 6 de morts par million d'habitants. Donc ils n'ont pas confiné leur population. Donc le confinement aveugle est une catastrophe sanitaire à propos du Covid. Mais en plus de ça, le confinement aveugle à la française a créé toutes sortes de pathologies et pour des morts qui sont cachées, ce qu'on appelle les victimes collatérales, comme dans la guerre d'Irak. Ces victimes collatérales ont été liées au plan blanc activé en France, qui a interdit aux chirurgiens d'opérer. Je suis chirurgien, je ne pouvais plus opérer à partir du moment où le plan blanc était là. Et puis, toutes les autres pathologies qui ne sont pas venues consulter à l'hôpital parce qu'ils avaient peur du Covid, ou alors il n'y avait plus de service pour les recevoir. Et là, il y a 12 millions de maladies chroniques répertoriées en France d'après les sécurités sociales. C'est donc des dizaines de milliers de morts par retard des traitements. Les cancérologues se sont émus, ils l'ont dit. Les cardiologues aussi. Les cardiologues, la moitié, on a eu 2 fois plus de problèmes d'arrêt cardiaque pendant le confinement, pendant les 2 premiers mois du confinement, en région parisienne que l'année d'avant. Et ces gens-là ont eu des chances de survie 2 fois moindres. Donc là, on a des dizaines de milliers de morts de victimes collatérales du confinement. Je rajoute que le confinement, et ça on le savait depuis très longtemps, donne des problèmes psychiatriques très nombreux. Donc on a les morts collatérales, les problèmes psychiatriques, et puis bien entendu maintenant on prend en pleine tête les morts d'économie, c'est-à-dire les gens au chômage et les suicides, etc. Donc c'est une catastrophe, et c'est une catastrophe sanitaire.
Alors, est-ce qu'on pourrait, parce que vous parlez de Ferguson, mais j'ai interviewé le directeur exécutif de l'OMS qui s'appelle Michel Ryan, en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de la stratégie qui a été employée en Europe par différents groupes de pays. Et lui me répond, mais nous, on n'est pas favorable à ce confinement strict. On était pour les tests et les tests. Et la critique qu'on peut faire sur ce confinement strict, c'était que les pays n'ont pas testé suffisamment et ils n'ont pas utilisé des masques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, on a été conduit au confinement strict pour diminuer la propagation du virus, soi-disant, parce qu'on n'avait pas de masques et on ne s'est pas donné les moyens d'avoir des masques et qu'on n'avait pas des diagnostics, parce qu'on n'a pas voulu utiliser, par exemple, les tests qu'il y avait dans les laboratoires vétérinaires, parce qu'eux, ils sont habitués à des épidémies, et ils avaient ces tests. Alors, est-ce que tout ça n'a pas fait qu'après, pour arrêter ce virus, on a dit il faut se confiner? Sauf que là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'un confinement avec des personnes contaminées conduit à des clusters familiaux qui font qu'il y a une propagation au sein de la communauté qui vit dans un même lieu. Et je trouve ça quand même assez incroyable qu'on a eu une augmentation très importante avec un manque de lits. Parce que quand on compare l'Allemagne et la France, donc vous avez donné les chiffres, l'Allemagne a quand même confiné, elle a limité les rassemblements, elle a participé à un certain confinement, mais elle a énormément diagnostiqué les gens, elle a suivi les gens en faisant un tracking, comme on dit, et en plus, les gens utilisaient des masques. Donc, il y a quand même une faute de l'État français avec ce comité scientifique et les politiques. Je pense à Agnès Buzyn qui disait que les masques, ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'histoire de Ferguson. Il y a quand même aussi un déficit français avec un mensonge à la clé qui fait qu'on a été conduit à ce confinement. Comment vous l'analysez, ça? Ah, vous avez tout à fait raison. Moi, j'étais très frappé par l'expérience de Taïwan. Elle aurait quand même mérité de faire réfléchir nos politiques, puisque Taïwan a quand même vaincu en premier l'épidémie. Hein. Et ce que disait le ministre de la Santé taïwanaise, en comparant ce qu'il avait fait par rapport à la Chine, hein, la liberté et la vérité est le premier élément pour vaincre une épidémie. Si un gouvernement dit la vérité, il est cru par sa population qui applique les consignes. Et le gouvernement taïwanais a en permanence dit la vérité. Et la population a appliqué sans rechigner les consignes. Quand par contre, vous avez un gouvernement qui ment, je veux dire, les masques, c'est un gadget, enfin, c'est une plaisanterie absolument incroyable qui est digne des guignols. Hein. On dit d'abord que ça ne sert à rien, après on le rend obligatoire. C'est quand même. Comment voulez-vous que la population croie un gouvernement qui adopte des attitudes pareilles, et aussi contradictoires à un mois d'intervalle? C'est impossible. Donc, quand on a une population qui ne croit pas son gouvernement, les consignes, même si elles sont bonnes, qui sont données, ne sont pas suivies. Donc, c'est parfaitement ridicule. Alors, pour revenir, regardons à nouveau Taïwan. Ils n'avaient pas de masque au début de l'épidémie. Ils n'avaient pas de test. Personne au monde n'avait de test, puisque nous n'avions pas isolé le virus. On ne pouvait pas avoir de test. Eh bien, ils n'avaient pas non plus de solution hydroalcoolique. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'armée et ils ont créé 29 chaînes de fabrication de masques. Et en un mois, ils avaient tous les masques qu'ils voulaient pour leur population. Il y a des individus de la population qui ont créé des programmes qui permettaient de savoir dans quelle pharmacie il y avait des masques au jour le jour. Ils ont donné, un peu comme les voitures à Paris, un jour c'était les gens avec un numéro de sécurité sociale pair qui pouvaient aller dans la pharmacie, le lendemain c'était les impairs. Et ils ont comme ça régulé leur distribution de masques sans problème. Ils ont créé des tests et la population a suivi, c'est-à-dire que les gens... Ils n'ont pas confiné du tout leur population vivait normalement. Simplement, quand ils étaient testés positifs, eux-mêmes allaient se mettre en quarantaine, loin de leur famille. Et ça, on ne l'a pas fait en France. Donc, en France, c'était le contraire. On a menti, on n'a pas voulu fabriquer de masques. Nos soldats étaient prêts, et même si on avait lancé dans la population un appel à des volontaires pour fabriquer des masques, on aurait eu des milliers, des dizaines de milliers de gens qui auraient été volontaires pour aller travailler sur des chaînes, même gratuitement. Quant aux tests,
Les tests, on n'en avait pas. Les Allemands non plus n'en avaient pas au début de la crise pour les mêmes raisons, puisque c'est un nouveau virus. On ne pouvait pas en avoir. Eh bien, ils ont appelé les vétérinaires et ils les ont utilisés et ils ont pu tester qui voulaient. En France, nos agences régionales de santé ont refusé l'aide des vétérinaires. On a dit, vous êtes des vétérinaires, vous n'êtes pas intéressants. Il faudra que le test il soit validé par l'ARS. On rêve. Donc, comme disait un général, ce n'est pas à l'intendance de décider de la stratégie. C'est au général de décider où est-ce qu'il attaque et c'est à l'intendance de suivre. Donc, un président qui voulait faire la guerre, il aurait dû s'inspirer des maximes militaires et de dire il nous faut des tests, il nous faut des masques et j'ordonne immédiatement à la population, à l'armée et à toutes les forces françaises de fabriquer des masques, de fabriquer des tests. Et je dois dire que même là, on fabrique maintenant en France, on prend des alcools dénaturés pour faire des solutions hydroalcooliques. Sauf qu'à Taïwan, ils l'ont fait d'emblée. La fabrique des spiritueux de Taïwan s'est mise d'emblée à donner tous ces alcools pour la fabrication de gel hydroalcoolique. Ça ne venait pas à l'idée en France. Et qui plus est, on a eu le problème des respirateurs. On avait un déficit de respirateurs. Très bien. Les industriels ont proposé au gouvernement de fabriquer des respirateurs. On a refusé pendant 15 jours. Et on a accepté 15 jours plus tard. Donc non, il y a vraiment une responsabilité directe de nos gouvernants, à la fois dans les mensonges permanents, qui sont quand même la base du contrat avec le peuple, c'est de dire la vérité au peuple. À la Churchill, même annoncer du sang et des larmes, mais la vérité, pour que le peuple ait confiance. Et puis, sur le fait de ne pas se donner les moyens. Ils ont refusé tous les moyens qu'on leur offrait. Donc oui, il y a une énorme responsabilité de tout ce gouvernement. Alors, je suis assez d'accord avec vous pour dire quand même qu'en France, on a un gouvernement très jacobin, et même le monde médical. Parce que tout venait de l'Élysée, Matignon, avec ce comité scientifique qui a été créé, et on n'a pas fait confiance au niveau des gens, parce qu'on leur aurait dit, on a un manque de masques, puisque le stock, en fait, avait été décimé. Moi, j'ai eu confirmation, même dans la Drôme, là où je suis, qu'il y avait quand même des masques dans des mairies, dans certains établissements qu'on aurait pu récupérer. Absolument. Mais on n'a même pas fait confiance à nos industriels, parce qu'on avait des tas d'industriels qui, à l'heure actuelle, ont fabriqué des masques et qui ne vendent même plus, puisqu'on importe encore des masques de Chine. Et maintenant, ils ont des stocks incroyables. Sur l'histoire des diagnostics, vous avez tout à fait raison. On était tous dans la même situation, sauf que on ne fait pas confiance. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui n'a pas donné le feu vert à des labos qui étaient capables de faire des diagnostics, comme si toute l'administration, en fait, elle est complètement figée, verticale, et s'il n'y a pas les autorisations, ça ne peut pas marcher. Donc, je trouve que quand même, on a un fonctionnement qui va à l'encontre de la responsabilisation des gens. Parce que le confinement, oui, parce que c'est un problème de démocratie. Mais enfin, les Français ont assez bien suivi le confinement quand même. On ne peut pas dire qu'on ne voyait plus personne dans la rue. Les gens faisaient les courses une fois par semaine, si ce n'est pas tous les 15 jours, parce qu'on a surfé sur la peur. Absolument. Je trouve que quand même, on a surfé sur la peur de voir tous les soirs le professeur Salomon dire le nombre de morts, etc., sans dire quand même, et moi, alors c'est peut-être moi qui... je trouve qu'on n'a pas suffisamment protégé le secteur médical. Le nombre de médecins qui sont morts, le nombre d'infirmières qui sont mortes, d'aides-soignantes, sans parler du problème des EHPAD, où, soi-disant, il n'y avait plus de visites, mais il y avait quand même des gens qui rentraient et qui sortaient sans masque, sans protection, même sans formation. Moi, je trouve ça quand même assez criminel, quoi. Là, vous avez tout à fait raison. Pour les EHPAD, c'est criminel. Je prends le terme de crime en sens propre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord isolé ces personnes. Grâce au confinement, les familles ne pouvaient plus les voir. On n'avait pas le droit. Et une pauvre dame de 90 ans qui allait voir son mari derrière une vitre a même été sanctionnée d'une amende de 135 € parce qu'elle allait voir son mari derrière une vitre. C'est absolument insupportable. Ça m'a vraiment rappelé, moi, les pires heures de l'eugénisme nazi, lorsqu'on éliminait les inutiles. Vous savez, ceux qui étaient handicapés ou qui étaient fous. Ça a été le cas. Et là, on a éliminé les inutiles qui mangeaient les retraites. Alors, parce que je dis qu'on les a éliminés. D'une part, on les a isolés pour qu'ils puissent plus se défendre, puis on les a contaminés,
Et on a bien dit, alors qu'officiellement la loi devait protéger les vieux, elle a été faite pour ça, cette loi liberticide, hein, d'état d'urgence sanitaire, c'était pour protéger les vieux. Qu'est-ce qu'on a fait? Les agences régionales de santé ont émis des circulaires que j'ai, hein, c'est des preuves écrites, comme quoi il était hors de question d'adresser ces malades aux hôpitaux, car ils ne seraient ni pris aux urgences, ni mis en réanimation, quoi qu'il arrive. Alors, on donne une loi d'urgence pour protéger les vieux et on leur interdit d'aller en soins. C'est quand même incroyable. Et alors, deuxième couche de tuerie organisée, on les renvoie dans les EHPAD. Et on renvoie dans les EHPAD alors qu'on sait qu'il n'y a pas moyen de les isoler, parce que les EHPAD sont surchargés, qu'il n'y a pas de personnel et qu'il n'y a aucun moyen de protection. Et quand une personne doit s'occuper de faire des ménages, des toilettes en 7 minutes, c'est la moyenne qu'on donne pour une aide-soignante en EHPAD, hein, parce qu'on manque de personnel, comment est-ce qu'elle peut faire pour observer les règles sanitaires alors qu'elle n'a pas de masque, pas de gants? C'était donc renvoyer ces gens-là, si on voulait, si on n'avait pas les moyens, on pouvait les mettre dans des hôtels vides, il y avait plein d'hôtels vides. Donc mettre les gens contaminés, séparer les contaminés des autres. En renvoyant les contaminés dans les EHPAD, on a créé des clusters vraiment volontaires. Alors, pour parachever ces vieux qui avaient quand même, certains tenaient encore, on a interdit les traitements actifs, on a interdit la chloroquine, quoi qu'on puisse penser de la chloroquine, on en parlera plus tard, mais on a interdit la chloroquine et on a interdit surtout les antibiotiques. On n'avait pas le droit de leur donner ni antibiotiques ni chloroquine, c'est aberrant. Et comme ça ne suffisait pas, qu'il y en a encore quelques-uns qui résistaient, on a permis de donner du Rivotril, on a fait un décret Rivotril et on a donné des circulaires pour les exécuter. Et comme on ne savait plus quoi faire des corps, on a également donné une différence par rapport au plan de construction des sols et on a autorisé les EHPAD à agrandir leur morgue sans demander d'autorisation. On a poussé l'ignominie dans les EHPAD à un point insupportable. Non, j'oubliais. On avait même été plus loin puisqu'on a interdit aux familles d'aller enterrer leurs vieux. Je veux dire, c'est vraiment ça, c'est Sophocle. Ça a été terrible. C'est Sophocle. Enfin, on touche à l'humanité de base. Hein, donc, alors, je voulais vous poser une autre question. Des responsabilités. Ouais. Oui. Enfin, j'espère que toutes les plaintes qui ont été portées, elles seront jugées. Mais sur la médecine libérale, moi, j'ai été très surprise de voir que, en fait, on a chanté le médecin généraliste. Parce que, regardez, si jamais vous aviez des symptômes de fièvre, de toux, etc., on vous demandait d'appeler le 15, et c'est le 15 qui vous disait « Ah, mais si c'est que ça, vous rentrez chez vous, donc vous allez contaminer les gens autour avec du Doliprane. » Et c'est comme si, en fait, on chantait complètement le médecin généraliste. Et en plus, quand il y a eu toute la polémique sur l'hydroxychloroquine, on leur a interdit de la prescrire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai trouvé que les médecins, bon, il y en avait certains quand même, notamment le syndicat de la médecine générale, qui s'insurgeait, mais pas de façon virulente, alors que c'était un déni de la déontologie d'un médecin qui est là pour soigner. Vous parliez des antibiotiques, il y avait certains médecins qui soignaient avec plusieurs antibiotiques et ils étaient, vous voyez, l'ordre de la médecine leur demandait non, il ne faut plus faire ça. Enfin, je trouve qu'on est dans un monde quand même incroyable et je trouve que la médecine générale, je n'ai pas trouvé qu'elle tapait vraiment du poing sur la table pour dire on est là pour soigner. Laissez-nous la liberté de donner les médicaments et de prescrire plutôt que de nous interdire comme si on est des robots, quoi. Absolument. Là, je pense que votre analyse est totalement juste. Alors, ça peut se répondre de deux manières. Je dois dire que, sur la chloroquine. Nous sommes le seul pays au monde à avoir interdit la chloroquine. Interdit. Ouais. À la limite, si le ministère n'était pas d'accord, il pouvait avertir les médecins en disant « Attention, nous pensons que la chloroquine est dangereuse. » J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent leurs résultats, sur quoi ils se basaient pour dire ça. Hein. Mais nous pensons et nous vous recommandons de ne pas l'administrer sauf nécessité, sous votre responsabilité. Comme un médecin est habilité à le faire pour n'importe quel médicament. Donc, nous sommes le seul pays au monde à l'avoir interdit.
Et c'est pour ça qu'il y a une polémique chloroquine en France. C'est pas pour autre chose. Si on l'avait pas interdit, il n'y aurait pas de polémique. Bon, ça, c'est une première chose. Mais on a été effectivement plus loin. Et là, je dis bien que c'est un problème de démocratie et de dictature. Nous sommes en dictature par les bureaucrates. La dictature, ce ne sont pas des juges, ce sont des bureaucrates des agences régionales de santé qui jugent ce que le médecin doit donner. C'est totalement aberrant, puisqu'ils ne connaissent pas le malade. Connaissent pas le malade, ils disent que ce qu'on doit donner, ils n'ont pas les connaissances de départ, parce que même si ce sont par hasard des gens qui ont un doctorat en médecine, ils n'appliquent plus la médecine depuis des années et des années, donc ils ne savent plus ce que c'est que la médecine vraie de terrain. Donc ces gens qui n'ont pas les compétences, mais ils ont l'autorité et ils imposent ça aux médecins. Alors effectivement, comme vous, je suis d'une tristesse énorme quand je vois qu'on a été si peu à résister. Hein. Mais n'oubliez pas qu'en 1940, il y avait très peu de résistants contre l'ennemi nazi. Et là, contre la bureaucratie totalitaire que nous vivons, il y a eu très peu de résistants, effectivement. Et moi, j'ai résisté, mon épouse, et puis il y a heureusement quelques grands noms qui ont résisté, dont un ancien ministre de la Santé, dont un grand infectiologue de Garches, qui ont relevé l'honneur de la médecine. Mais les médecins généralistes n'ont pas résisté. Et ça a été à leur dépens, puisqu'ils n'avaient pas de masque. Ils ont payé un très lourd tribut. Et non seulement ils ont payé un très lourd tribut au Covid, mais en plus, ils ont infecté forcément beaucoup de malades. Ils ont créé aussi de nouveaux malades. Donc, ne pas protéger les médecins, c'était ne pas protéger leurs malades. Donc, ça a été dramatique. Hein. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont tus? Ils se sont tus parce qu'ils ont peur. Les médecins, actuellement, sont menacés en permanence. Personnellement, j'ai quand même été traîné 3 fois devant le Conseil de l'Ordre pour des affaires où j'avais parfaitement raison. Ce que j'ai dit en particulier en 1984, j'avais dit que ce n'était pas la peine d'amputer les malades atteints de cancer des os. Et on m'a traîné en justice pour ça. J'ai été sauvé que grâce aux Américains. Et ça se retrouve exactement la même chose. Alors, si Raoult n'avait pas été connu internationalement, il aurait été condamné par le Conseil de l'Ordre parce qu'il donnait de la chloroquine. C'est totalement aberrant. Hein. Et les généralistes, actuellement, là, vous touchez un truc sensible. Aujourd'hui, il y a 2 généralistes qui passent devant le Conseil de l'Ordre de l'Est de la France parce qu'ils ont donné des antibiotiques à leurs malades. Je veux dire, comment peut-on comprendre ça, si ce n'est que là, le Conseil de l'Ordre revient à ses origines de Vichy, où la première manœuvre, la première prescription du Conseil de l'Ordre qui a été créée par Vichy, c'était de dénoncer les médecins juifs. Et la deuxième ordre du Conseil de l'Ordre de Vichy, c'était de dénoncer tous les blessés par balle, pour que la police puisse récupérer les résistants. Hein. Mais à cette époque, heureusement, si les médecins ont dénoncé les médecins juifs, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup dénoncé de résistants. On a quand même été sauvés. Et malheureusement, là, les médecins qui ont donné des antibiotiques n'auront pas d'ennui, mais ceux qui ont eu le malheur de donner des antibiotiques, de sauver leurs malades et de le dire, ceux-là, on les embête. Mmh. Donc, je répète, il faut supprimer le Conseil de l'Ordre, qui est une institution absolument antidémocratique et créée par Vichy, même si elle a été lavée de tout soupçon après-guerre, puisqu'on l'a supprimée pour le rétablir immédiatement. C'est tellement commode comme moyen de pression sur les médecins. Donc, les médecins ont été terrorisés. Hein, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que la médecine de ville, c'est si peu défendue. Bon, en tout cas, il faut vraiment faire bien l'analyse pour essayer justement de soutenir quand même les médecins qui ont fait leur boulot de soigner et ceux les qui actuellement passent au Conseil de l'Ordre. Exactement. Alors, on va passer sur la deuxième partie parce qu'on parlait de l'hydroxychloroquine. J'ai vu que quand le Lancet a sorti son étude, tout d'un coup, il y a eu un rouleau compresseur, à mon avis, hyper organisé, puisque c'est quand même une revue très cotée sur la qualité de ces études scientifiques, à la fois par les médias, parce que ce soit la presse écrite, la presse, enfin, les télévisions, etc., tout le monde a dit, ben ça y est maintenant, l'hydroxychloroquine, c'est très nocif, ça entraîne plus de morts, etc. Et puis heureusement, vous voyez, c'est ça la France aussi. Heureusement, il y a des résistants, il y a des scientifiques, et je tiens à citer Laurent Mucchielli, qui est directeur du CNRS, qui a sorti une étude en disant que c'était une escroquerie scientifique. Vous-même, avec votre épouse, vous avez sorti une étude très critique sur les données, sur les conflits d'intérêts. Et puis après, il y a plein de scientifiques sur le plan mondial qui ont dit que c'était une étude frauduleuse
Et en plus, maintenant, Lancet a enlevé cette étude et même les auteurs de l'étude ont dit qu'elle n'était pas crédible. Alors, moi, je me dis comment on dit qu'on est un monde très scientifique, etc. Comment cette étude a pu passer? Parce que normalement, une étude qui est dans Lancet, elle est revue par des pairs, ce qu'on appelle la peer review. Comment ça a pu passer comme ça? Et comment ça a pu entraîner quand même des conséquences incroyables que notre ministre de la Santé, M. Véran, dise il ne faut plus du tout utiliser l'hydroxychloroquine et que même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, supprime l'essai clinique avec l'hydroxychloroquine dans l'essai mondial qui est Solidarity. Alors, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement et comment vous avez justement analysé de façon très précise les dysfonctionnements de cette étude? Alors, du point de vue, les dysfonctionnements de l'étude étaient évidents d'emblée, hein, sans rentrer dans les détails de l'étude, puisque je n'étais pas dans le détail des données qu'on n'a jamais eues. Je rappelle que les données brutes de cette étude n'ont jamais pu être obtenues par personne. Bon. Sans rentrer dans les détails, il y avait d'emblée le principe. Le traitement Raoult est destiné à une seule chose, c'est d'éviter que les choses s'aggravent et que les malades soient hospitalisés. Or, cette étude ne considérait que les malades hospitalisés avec des problèmes cardiaques. Donc, à la limite, cette étude, si elle avait été honnête, aurait pu conclure il y a un pronostic plus mauvais des gens qui ont reçu de la chloroquine lorsqu'ils arrivent au stade d'hospitalisation avec problèmes respiratoires graves. Ils auraient pu dire ça. Mais ils n'auraient jamais pu dire le traitement est inefficace, puisqu'ils ne voyaient pas tous les malades que le traitement aurait pu guérir. Donc d'emblée, c'était faux. Ce n'était pas destiné à vérifier ça. Et puis, le fait de voir une étude avec autant de malades, moi qui ai participé à quelques études sérieuses, quand on a 100 malades et qu'on veut les analyser, c'est un gros travail. Et là, ils présentent 95 000 malades dans une étude qu'ils ont réussi à faire en à peu près 15 jours. C'est matériellement impossible, même avec l'appui d'ordinateurs. De plus, tous ces gens-là n'ont jamais vu un malade de Covid. Ce sont des cardiologues. Arrêtons la folie. D'emblée, cette étude était fausse. Alors après, quand on s'est quand même, heureusement, beaucoup de savants dans le monde entier se sont intéressés au problème, ils se sont mis à obtenir quelques détails où manifestement c'était frauduleux. Sur l'Australie, il y avait plus de malades dans l'essai qui étaient morts que de morts totales en Australie de Covid. Là, il y a quelque chose qui clochait. Et puis il y a plein de détails pratiques, on s'est rendu compte que c'était des données vraisemblablement complètement fabriquées. Alors, comment est-ce que c'est possible ? C'est la question principale, c'est celle que vous posez et c'est celle qui est intéressante. C'est le vieux principe français. Dis-moi qui te paye, je te dirai qui tu es. Il se trouve que les revues jadis, elles vivaient par leurs lecteurs. Payer un abonnement annuel et la revue vivait grâce à ses abonnés. Et il fallait être d'un bon niveau pour avoir beaucoup d'abonnés. Et donc, il était essentiel de conserver le niveau. Malheureusement, Internet est arrivé. Et ça, je pense que beaucoup de gens n'ont pas réalisé qu'Internet était arrivé et les conséquences que ça avait. Avec Internet, les gens n'ont plus besoin d'être abonnés aux revues. Parce que même si les revues bloquent l'accès à l'article complet, on arrive toujours à avoir des résultats par la bande, par des comptes rendus partiels, par des abstracts passant par les études gouvernementales, etc. Donc, on n'a plus d'abonnés, les revues. Et de quoi vivent les revues? Ils sont payés par les laboratoires pharmaceutiques. Le budget des revues, des grandes revues, est actuellement fourni à plus de 80% par les laboratoires pharmaceutiques et uniquement par eux. Comment voulez-vous qu'une revue refuse un article prôné par un big pharma? C'est impossible. Il se tue s'il fait ça. Alors, ça, c'était l'analyse que j'ai faite depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas du tout une chose nouvelle. C'est depuis Internet et depuis la chute du lectorat. C'est le même problème pour les journaux, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas propre aux revues médicales. Mais là, nous avons eu une réunion à Chatham. Alors, déjà, ça avait été vu par des affaires. Hein. Je vous rappelle le scandale du Vioxx, qui a fait quand même plus de 30 000 morts aux États-Unis, avec une étude frauduleuse fournie par un grand laboratoire pharmaceutique américain. Mais il y a plein d'exemples de ce type, d'études frauduleuses qui sont passées. Et maintenant, ça devient la règle. Les grandes revues médicales sont en fait des agences de publicité de Big Pharma qui les payent. Et là, il y a une réunion donc récente à Chatham où le Lancet, les officiels du Lancet, le comité de rédaction chargé du choix des articles, et aussi celui du New England Journal of Medicine, donc deux des plus grands journaux admis actuellement,
ont reconnu qu'ils étaient hors d'état, hors d'incapacité de refuser un article, même le plus mauvais possible, même le plus faux possible, si c'était un des grands laboratoires pharmaceutiques qui leur proposait, parce que c'est eux qui les payaient. Donc, nous en sommes, c'est d'une corruption non pas des individus, mais du système. Et on ne peut plus avoir dans ces articles. Je regardais là toutes les interventions d'ailleurs que ce soit le professeur Ioannidis qui est directeur du Prevention Research Center et qui dit en fait tous les résultats de recherche scientifique publiés sont faux. Vous avez le professeur Arnold Redman. Alors, la plupart, il dit. La plupart. Le professeur Arnold Redman, qui est professeur à Harvard et ancien rédacteur en chef du New England Journal Medicine, avait aussi admis la profession médicale est achetée par l'industrie pharmaceutique, non seulement en termes de pratique de la médecine, mais aussi en termes d'enseignement et de recherche. C'est totalement vrai. Et d'ailleurs, quand on voit la formation continue d'ailleurs des médecins, on voit très bien. Et le docteur Maria-Angélique, qui était ex-rédactrice en chef du BMJ, dit « Il n'est tout simplement plus possible de croire une grande partie des recherches cliniques qui sont publiées ». Alors, ça, vous comprenez bien que ça pose problème. Parce qu'on ne peut pas d'un côté de dire « Voilà, je suis chercheur, je publie », et que c'est normalement revu par des scientifiques, et on voit que s'il y a un laboratoire pharmaceutique derrière, et c'est le cas de l'ANSET quand même, les 4 qui étaient auteurs de cette étude avaient des liens avec les gros laboratoires pharmaceutiques, dont Gilead, qui est directement intéressé par sa molécule Remdesivir. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais qui croire? Et si vous vous mettez à la place des gens qui nous écoutent, ils se disent, mais notre système est complètement pourri. On a des labos qui financent des revues prestigieuses, sauf que même les gens qui sont rédacteurs en chef disent « nous, on n'y croit même plus ». Or, ces recherches vont vous valider une molécule, et là, on voit bien toute la saga de l'hydroxychloroquine, et tout ça parce qu'il y a de l'argent à faire dans le cas des labos, et il faut qu'ils tuent toutes ces molécules comme l'hydroxychloroquine qui ne coûtent pratiquement rien. Oui, et ça, c'est très grave d'un point de vue, si vous voulez, démocratie et crédibilité des sciences. Moi, j'ai été attaquée aussi, vous aussi. Tous les gens qui osent émettre une critique, on est attaqué de complotistes, de je ne sais pas quoi, parce qu'on ose dire non, là, regardez les études. Heureusement qu'il y a eu une mobilisation des scientifiques sur le plan mondial pour critiquer le Lancet, parce que sinon, le professeur Raoult, il était complètement mis à l'écart. Alors, moi, je suis très inquiète. Je vous rassure un peu, il n'aurait quand même pas été mis à l'écart. Il est mis à l'écart dans les pays achetés, comme la France, hein, ou l'Ouest. Mais n'oubliez pas quand même que dans beaucoup de pays, la chloroquine est recommandée actuellement. La chloroquine est recommandée en Chine, toujours. La chloroquine est recommandée par le comité scientifique indien. Hein, ils ont un problème actuellement avec le Covid-19 et ils recommandent la chloroquine comme traitement. Le roi du Maroc a recommandé la chloroquine et s'est vanté que grâce à la chloroquine, le Maroc n'avait très peu de morts. Et c'est vrai que le Maroc nous fait la pige, hein, et on devrait vraiment s'inspirer de l'exemple du Maroc. Ils ont moins que le Japon actuellement, de morts par million d'habitants. L'Algérie, c'est pareil. Donc, il ne faut pas dire que la chloroquine n'est pas bien vue. En Russie, qui est un grand pays, ils ne donnent pas la chloroquine. Ils ont un concurrent qui est aussi un antipaludéen et ils ont un chiffre de mortalité. Ils ont que 5 000 morts pour 400 000 cas de Covid. Vous vous rendez compte? 5 000 morts, 400 000 cas, c'est pratiquement rien. Nous, on n'a même pas 200 000 cas de Covid et on a 30 000 morts. Ils en ont 400 000, 2 fois plus, et ils en ont 6 fois moins. Donc c'est 12 fois moins. Alors, ne dites pas que les antipaludéens sont discrédités dans le monde. Ils sont discrédités en Occident. Mais je pense que cette crise du Covid est très révélatrice de la chute de l'Occident. Et c'est le problème de la démocratie. C'est ça qui me frappe beaucoup. Il n'y a plus assez de résistants. La démocratie ne vit que si on la défend.
Et actuellement, il n'y a plus assez de gens qui se battent pour la démocratie, pour la justice. Et ils se battent pour des choses sans intérêt, mais pas pour les choses importantes. Donc, et c'est vraiment l'Asie actuellement qui démarre. Et c'est une renaissance intellectuelle. Ils nous battent actuellement. On a abandonné nos idéaux. Et c'est incroyable quoi, que Taïwan, qui n'était quand même pas un exemple démocratique il y a 20 ans, devienne en fer de lance de la démocratie. Ou le Japon, enfin, des pays dont les traditions sont complètement à l'opposé des nôtres et qui maintenant nous donnent des leçons de démocratie. Les seuls pays qui ont sauvé l'honneur, c'est effectivement la Suède et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est pas nouveau, même au temps de la royauté française, ils nous donnaient des leçons de démocratie, mais ils ont continué à nous donner des leçons de démocratie, et aussi sanitaire, puisqu'ils font pas plus mal que la France sans avoir confiné personne. Donc je pense que là, c'est un problème de civilisation. Mais moi, je pense que c'est aussi un problème du poids des laboratoires pharmaceutiques et de la collusion entre les laboratoires pharmaceutiques et les politiques. Parce que, vous voyez, en tant que députée européenne, à l'heure actuelle, je vois que tous les États disent qu'il faut que l'Europe fasse plus. Il y a eu même une pétition de tous les députés européens médecins qui disent qu'il faut que l'Europe prenne le lead sur la santé. Bon. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Je dis l'Europe, elle a comme mission de favoriser la coopération et la solidarité. Et par exemple, par rapport à l'Afrique, par rapport aux pays en voie de développement, c'est sûr que je fais plus confiance à l'Europe pour trouver des médicaments pas chers qu'aux États-Unis ou ailleurs. Bon. Mais quand je vois le poids des laboratoires pharmaceutiques au sein de la Commission européenne, notamment dans un programme qui s'appelle l'IMI, qui est Initiative Medical Innovation, où il y a la Commission et le syndicat des laboratoires pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que l'argent public leur finance des études cliniques et après qu'ils conservent la propriété intellectuelle, donc les brevets, et qu'ensuite, ça soit nous les États pour payer des médicaments dont eux-mêmes fixent le prix. Et moi, ça, je me bagarre contre ça de façon incroyable. Je leur dis, OK, on vous donne de l'argent liquide, mais plus de brevets. Bien sûr. On vous achète les médicaments au prix de revient de la fabrication des médicaments. Je leur donne une marge. Eh bien, de dire ça, raisonnable. Voilà, je veux bien qu'on leur donne une marge, mais je veux qu'on fasse sauter le monopole, d'autant plus qu'ils bénéficient de l'argent public. Totalement. Donc, je trouve qu'il n'y a pas cette prise de conscience du poids. Et quand vous dites le déclin de l'Occident, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais c'est le poids, si vous voulez, de ces multinationales qui sont énormes. Quand vous voyez que Gilead achète les éditions scientifiques, achète les scientifiques, achète les professeurs de médecine, parce que les contrats qu'ils ont avec quand ils font des essais cliniques, et ces contrats, je rappelle, les contrats commerciaux en France sont cachés. On n'est pas tenu de les déclarer grâce à Marisol Touraine. Ouais. Elle a supprimé, alors que ce sont les contrats les plus corrupteurs. Non, je pense que la démocratie de toute l'histoire du monde est minée par la corruption. Athènes l'avait remarqué d'emblée. Souvenez-vous qu'Athènes, ils avaient été jusqu'à dire on ne peut plus élire nos députés parce que si on sait qui c'est, ils vont être corrompus, on va les tirer au sort. Ils en étaient arrivés là pour essayer d'échapper à la corruption. Et là, malheureusement, la mondialisation a donné une force financière, une force de frappe colossale aux laboratoires pharmaceutiques. Ils se sont tous rachetés entre eux. Et maintenant, on est en phase de 7 majors, dont certains ont des budgets qui sont la moitié de celui de la France. Donc, c'est absolument colossal. Et maintenant, ils font la règle dans les États parce que lorsque vous avez, par exemple, pour Gilead, un antiviral pour le foie, anti-hépatite, qui est vendu en France, qui est accepté, le prix fixé par la France, parce que le laboratoire ne fixe pas son prix. En France, c'est le gouvernement qui fixe le prix en accord avec le laboratoire. Mais il n'est pas obligé de l'accepter. On a accepté en France de payer 40 000 € un médicament qui, en Inde, vaut 705 €. Donc là, je dis corruption. La stupidité à bon dos. À un certain niveau, on ne peut plus être stupide, on est pourri. Soyons clairs. Donc effectivement, je dis c'est la corruption qui tue actuellement notre démocratie. Alors, pour revenir aux essais cliniques, qu'est-ce que vous pensez de l'essai clinique dont la France a dit Discovery, c'est l'essai clinique super européen, en fait, il n'a rien d'européen,
Et puis, il y a un autre essai qui est Recovery. Comment se fait-il que par rapport au protocole, qu'on soit... Vous voyez, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail du professeur Raoult. Il a sa personnalité, on l'aime pas, ce n'est pas mon problème. C'est son problème. Moi, je veux son protocole. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il dit, au tout début des symptômes, il faut donner l'hydroxychloroquine plus l'antibiotique azithromycine, plus le zinc, là, et comme ça, il n'y a pas d'hospitalisation ni d'intubation. Bon. Quand j'ai regardé toutes les études, que ce soit Discovery, Recovery, qui est l'étude anglaise, avec Martin Landré, là, qui est le responsable, ils font tout pour ne pas reprendre le protocole de Raoult. Absolument. Non, mais expliquez-moi pourquoi il y a une telle déviance au niveau de ce protocole pour faire en sorte à ce que de toute façon ça ne marche pas. C'est quoi votre analyse là-dessus? Alors, il y a plusieurs choses. On va d'abord parler du Discovery, si vous me permettez. Donc, il ne faut pas oublier que le Discovery a été lancé par l'INSERM. L'INSERM, c'est Lévy. Hein, je rappelle que Lévy est la personne qui a inauguré en grande pompe le laboratoire P4 de Wuhan, dont s'est échappé le virus. Puisqu'ils travaillaient sur le coronavirus, ils l'ont modifié. Il y a plein d'articles datant de 4 à 5 ans où ils étaient très fiers d'avoir modifié le coronavirus. Donc, manifestement, il y a eu un pépin. Moi, je ne les accuse pas de l'avoir fait volontairement. Je ne dis pas que c'était une arme bactériologique. Je pense qu'il y a eu un pépin, comme il peut dans toute activité humaine, comme Tchernobyl, ça a été un accident de l'ouvrier de base. Hein. Et bien là, il y a un accident du manipulateur de base ou simplement peut-être de l'aération qui n'a pas bien fonctionné. Enfin, le virus s'est échappé et c'est quand même Lévy. Et Lévy était déjà très jaloux de Raoult. Parce que je rappelle que M. Lévy a fait toute sa vie sur les vaccins, qu'il a reçu sur les institutions des millions d'euros pour le vaccin anti-sida. Ça fait 20 ans qu'on nous raconte qu'il va sortir un vaccin l'année prochaine contre le sida, qu'on n'a toujours pas de vaccin contre le sida. Ce monsieur n'a pas beaucoup de travaux scientifiques si on compare les travaux aux travaux de M. Raoult. Il n'a pas la même aura. Donc il y avait un bis-bis déjà ancien entre lui et Raoult. Donc l'essai Discovery a été créé par l'INSERM, d'une part. D'autre part, si vous vous intéressez à qui était dans l'essai Discovery, qui l'a avancé, ils ont tous des liens très étroits avec Gilead. Alors, personnellement, j'ai dénoncé Mme Lacombe parce qu'elle n'avait pas appliqué la loi française qui lui impose. Je ne lui reproche pas d'avoir des liens avec Gilead. Je lui reproche de cacher ses liens lorsqu'elle s'exprime en public. Alors, je dois d'ailleurs dire actuellement en public que je n'ai aucun lien avec aucun laboratoire pharmaceutique. Hein, que cette chose soit claire. Mais elle a trahi la loi française. Et elle a quand même été invitée par le ministre à la télévision avec le bras droit du ministre. Et elle était partie prenante très étroite de l'essai Discovery. Alors cet essai, effectivement, si on ne croit pas M. Raoult, c'est très facile de vérifier. Parce qu'il a eu l'imprudence de prétendre que quand on donne son traitement, on fait diminuer la charge virale très rapidement. Et qu'au bout de 10 jours, 90% des malades n'ont plus de charge virale contaminante. Ce qui est très intéressant si on veut arrêter une épidémie. C'est passionnant comme les choses. Donc si on veut vérifier Raoult, c'est très simple. On fait exactement le protocole Raoult et on juge au bout d'un mois. On aura suffisamment de malades ayant plus de 10 jours de surveillance pour voir si c'est vrai ou pas. Donc vérifier le protocole Raoult est une simplicité biblique. Mais tous les essais qui ont été faits n'ont jamais voulu vérifier le protocole Raoult. Alors pour parler de Discovery, moi j'ai d'emblée lutté contre cet essai parce que c'était un scandale qui diminuait les chances de guérison des malades. Vous aviez 5 bras. Hein, un bras où on ne donnait rien, ce qui me paraît personnellement pas utile. Précisez ce qu'est un bras. Ah pardon. Alors dans un essai randomisé, comme le nom l'indique, on tire au sort les malades. Donc le malade ne choisit pas son traitement. Hein, donc on demande au malade, est-ce que vous acceptez d'être tiré au sort? S'il a le malheur de dire oui, on tire au sort et la machine décide pour lui quel traitement va lui être donné. Alors il y avait déjà un 5e des malades qui n'avait pas de traitement. Ce qui est quand même un peu difficile pour un médecin. C'est peut-être très bien pour des souris et des chercheurs sur les souris, mais pour un médecin, c'est quand même difficile d'accepter de ne pas traiter son malade. Bon. Donc 20% des malades sans traitement. Deuxième 20%, remdesivir. C'est ça, Gilead voulait absolument qu'on montre que son essai, que son médicament allait guérir des malades, allait les améliorer. Troisième, le Lopavir, enfin un autre bras avec 2 médicaments, dont les résultats étaient déjà connus au moment du Discovery, et ces résultats étaient mauvais. Il a été publié sur 200 cas, on sait que ce bras-là ne pouvait pas marcher. Un 4e bras qui, lui, associait ces 2 médicaments pas efficaces à l'interféron,
en espérant que l'interféron pourrait améliorer. Peut-être qu'il y aurait eu un gain possible avec ce bras, j'en sais rien. En tout cas, celui-là peut donner un petit léger espoir. Bon. Et puis un bras soi-disant chloroquine. Le bras chloroquine n'était pas prévu initialement dans l'essai Discovery. Il a été rajouté parce que, sous la pression populaire. Parce qu'ils ont compris que s'ils ne mettaient pas de la chloroquine dans l'essai, ils n'auraient personne pour rentrer. Donc ils ont rajouté la chloroquine, la main forcée, le cœur gros. Et pour être bien sûr que le chloroquine ne marche pas, ils ont diminué la dose. Ils ont donné que 60% de la dose, enfin 2/3 de la dose prévue dans le protocole Raoult. Et en plus, ils ont donné la chloroquine toute seule, sans antibiotique. Alors que M. Raoult a toujours insisté en disant qu'il faut absolument un antibiotique. Et puis enfin, ils l'ont donné au moment où M. Raoult lui-même disait ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire pour les gens qui avaient une insuffisance respiratoire. Donc, et il l'a d'ailleurs très bien dit lui-même, cet essai a été fait uniquement pour disqualifier le traitement par chloroquine. C'est très clair. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit, moi, dès que l'essai a été validé, dès qu'il a été enregistré auprès du gouvernement américain dans Trial.gov américain, ce qui permet d'avoir le détail des différents bras en disant cet essai, il ne faut surtout pas y rentrer, car ça ne peut pas donner de chance de meilleur aux malades que rien faire. Donc, mais cet essai donc, était uniquement conçu pour démolir la chloroquine. Et heureusement, le peuple, en quelque sorte, est plus sage que nos élites, car les patients n'ont pas voulu rentrer dans cet essai. Et si cet essai est un fiasco manifeste, c'est parce que les Européens étaient moins stupides que les Français, ils étaient moins proches de M. Lévy et de Mme Buzyn, sa femme. Donc ils étaient peut-être moins sous pression, et d'autre part, ils se sont rendus compte vraisemblablement que ce n'était pas utile. Donc il n'y a que la France qui inclut quelques malades, et finalement, qu'on n'a pas inclus assez pour conclure, et comme on le pensait, comme je l'ai dit, d'emblée, dès que le protocole a été publié, cet essai ne pouvait pas conclure. Alors, parlons d'un autre essai. Donc cet essai ne pouvait pas conclure, il n'a pas conclu, et c'est un scandale, et tous les gens qui l'ont promu ont tous des liens avec Gilead. Donc c'était l'essai Remdesivir, soyons francs, publicitaire pour Remdesivir. Alors, en Angleterre, là, c'est pire que ça. C'est pire que ça parce qu'ils voulaient aussi dire que la chloroquine était dangereuse. Mais là, ils ont donné une dose absolument scandaleuse de chloroquine, une dose qui est contraire à ce qui est prévu dans les doses de prescription. Ils ont donné une dose toxique de chloroquine. Si vous donnez une dose toxique d'un médicament à quelqu'un, quel que soit le médicament, vous avez de la toxicité. Et il faut remarquer qu'ils ont eu quand même beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas eu tellement de morts finalement. En atteignant la dose toxique, ils ont eu que 29% de morts contre 25% des gens qui n'avaient pas le médicament à dose toxique. Mais ça n'a pas empêché de conclure immédiatement que la chloroquine est toxique, puisque c'était le but de l'essai. Non, là c'est une plaisanterie. J'espère que l'initiateur de l'essai va être poursuivi en justice pour avoir donné des doses extraordinaires de chloroquine aux gens qui sont entrés dans cet essai. Et je ne comprends pas que le comité de protection des personnes, qui est toujours, doit être actionné, consulté avant l'autorisation d'un essai, et puis accepter un essai où on donne des doses toxiques d'un médicament. Ouais. C'est le comité d'éthique. Le comité d'éthique anglais aurait dû bondir et refuser cet essai, c'est complètement fou. J'espère que la justice anglaise est un peu moins liée au gouvernement que la justice française, et donc j'espère qu'il y aura quelques procès de familles de victimes de cet essai qui permettront de tirer au clair cette histoire de prescription d'un médicament à des doses insupportables. Donc, alors par ailleurs, les autres essais, on ne peut rien en dire. Pour finir cette partie, parce qu'après on va laisser la parole un peu aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, comme amélioration dans ce système qui montre le mensonge, la corruption, la collusion, la lâcheté aussi, je rajouterais, parce que je trouve qu'il pourrait y avoir plus de gens quand même qui s'insurgent, la compromission, comment faire pour améliorer un système qui, vous voyez, pour moi, est gangréné de H jusqu'à Z. Et pourtant, on est là tous les deux quand même. Et puis, il y a d'autres scientifiques, je citais Laurent Mucchielli, mais il y en a d'autres qui réagissent et qui publient. Je pense aussi à l'anthropologue Jean-Dominique Michel, qui fait des papiers très bien, qui est de Suisse. Je me dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on améliore le système? Parce qu'on ne peut pas rester là. Là, on l'a dénoncé. Il y a des gens qui ne veulent même pas ouvrir leur esprit pour voir
comment on a été manipulé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que la première chose à faire, c'est à nouveau, il faut séparer les bons des mauvais. Hein. On l'a fait pour la justice. Je veux dire, alors, un juge n'a pas le droit de recevoir des gains, de l'argent d'une des parties qu'il doit juger. Un officier de police qui touche de l'argent pour conseiller un gang de truands la nuit, en dehors de ses heures de service, est également condamné. Et nous, on accepte. Or, ces gens-là, qu'est-ce qu'il fait? Un juge ou un policier, quand il arrête un tueur en série qui a 10 ou 15 victimes à son actif, il a fait un beau coup. C'est assez rare, il n'y en a pas tellement en France, ni en Belgique. Ils ont eu du trou, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont un grand nombre de victimes. Un médicament, lui, quand il tue, c'est 20 ou 30 000 personnes. C'est ce qui s'est passé pour le Vioxx. 30 000 morts, 150 000 victimes et 30 000 morts devant la commission du Congrès américain, donc sous serment. Donc c'est des chiffres vrais, indiscutables. Donc on a là des médicaments qui peuvent tuer 30 000 morts et on laisse les experts, les juges du médicament, toucher de l'argent des laboratoires. C'est complètement fou. Donc une des choses tout à fait urgentes, c'est de créer une police ou une justice du médicament dont la seule chose qu'on demande aux juges, c'est pas d'avoir soi-disant des capacités intellectuelles, puisque moi qui ne suis pas un expert du médicament, je peux dire que ce médicament est pourri. Je n'ai pas besoin, je regarde les résultats. Donc simplement avoir une justice de médicaments par des fonctionnaires qui sont payés à un tarif raisonnable de professeurs d'université et qui ont une seule préoccupation, de ne jamais avoir de lien avec une des parties qu'ils jugent. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas demander aux laboratoires de ne pas essayer de corrompre, de ne pas essayer de gagner de l'argent. C'est leur métier, c'est l'entreprise libre. Alors, il faut nationaliser les entreprises de médicaments, ce qui peut se discuter, en tout cas dans certains pays. Mais on peut quand même dire que l'État doit être intouchable. Et donc, il faut revenir au statut qui prévalait il y a 30 ans. Donc, quand j'ai fait mes études, un universitaire ne pouvait pas toucher d'argent du privé où il était mal considéré. Un fonctionnaire n'avait pas le droit d'avoir un petit métier à côté. Or, actuellement, je connais des préfets qui ont des petits métiers à côté qui leur permettent de bien vivre. Et c'est partout. Et alors, pour nos experts médicaux, ceux qui sont chargés de sauver la population des médicaments toxiques, plus ils sont experts et plus ils sont payés par les laboratoires parce qu'ils sont rentables. Les laboratoires ne sont pas fous. Ils achètent les gens qui peuvent leur rapporter gros. Donc, l'urgence, c'est d'avoir une police du médicament intouchable et avoir une déontologie ferme et que tout juge du médicament qui tromperait, il sera mis en prison. Il le sait au départ, il accepte d'être juge, il sera mis en prison s'il déroge à son serment. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est la sauvegarde initiale essentielle. Et l'agence du médicament n'a pas pour but de mettre sur le marché des médicaments. Elle a pour but d'assurer la sécurité sanitaire de la population sur laquelle on met un médicament en vente. Il faut revenir aux bases. Les agences ont été créées initialement pour ça. C'est depuis 2000 qu'ils sont devenus très proches des laboratoires, depuis qu'on a limité le financement des États au profit d'autres financements qui sont ceux des laboratoires. C'est depuis qu'on a mis le ver dans le fruit ou le loup dans la bergerie. Donc il faut revenir aux choses simples. L'État, c'est l'État, il doit être irréprochable et ne pas avoir de lien avec le privé. Le privé fait ce qu'il veut. Et je pense que là, on aura fait un grand... Et en tout cas, l'EMA est totalement insupportable par sa politique, sa non-politique de divulgation des liens d'intérêt, c'est totalement intolérable. Et qu'on ait pu permettre, j'oubliais aussi, il faut arrêter les revolving doors, enfin les retraites dorées. Qu'un ancien président de l'EMA ait pu immédiatement, au moment de sa retraite, partir dans un grand laboratoire européen pour faire la promotion des médicaments est totalement intolérable. Ça, normalement, ça devrait nécessiter de justifier des poursuites judiciaires. C'est invraisemblable. Comment peut-on accepter ça? Enfin, non, je pense qu'effectivement, le verre est pourri. Enfin, il y a le verre dans le fruit. Alors si vous voulez, sur le plan européen, moi, je me bagarre pour plusieurs choses. Premier, je vous l'ai dit au tout début, il faut que la Commission européenne fasse une analyse vraiment des meilleures pratiques en Europe vis-à-vis de cette pandémie. C'est le minimum du minimum qu'ils doivent faire. Comme quand il y a eu l'accident de Fukushima, vous savez, la Commission a fait des stress tests pour renforcer la sécurité nucléaire des réacteurs. Mais là, c'est pareil, il faut renforcer la sécurité sanitaire, que ça soit par la souveraineté européenne, vous voyez, sur les médicaments, parce qu'il y a eu quand même pénurie de médicaments, que ça soit sur
les meilleures pratiques pour dire confinement strict, parce que ce qu'il faut bien voir, confinement strict, ça va entraîner des problèmes économiques et sociaux terribles, si ce n'est pas encore des problèmes c'est colossal. Vraiment, on a créé une nouvelle crise de 1930, bien entendu. Ouais. Complètement justifié. Sur la justice du médicament, moi j'avais proposé une expertise indépendante dont les experts sont bien payés par l'État et que leur durée, c'est 5 ans. Parce que qui analyse les médicaments? Si, comme vous dites, si c'est des experts qui ont des liens d'intérêt avec les labos, j'ai aucune confiance. Si on avait une structure d'expertise indépendante, vous voyez, comme par exemple l'autorité de sûreté nucléaire, c'est des fonctionnaires qui sont payés 5 ans. Vous voyez, on ne peut plus, après c'est 5 ans et pas au-delà, oui, mais ça, et ils regardent la sûreté nucléaire. Pourquoi on ne pourrait pas le faire sur les médicaments? Concernant l'agence du médicament, vous avez raison, ils sont financés à 80% par les laboratoires pharmaceutiques parce que chaque fois qu'un labo demande une autorisation de mise sur le marché, il paye l'agence qui analyse les études cliniques, etc. Mais ils ne sont pas sur le bénéfice du médicament, sur l'efficacité du médicament. Et c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire que plus ils donnent des autorisations, plus ils se financent. Or, ça devrait être quelle est la valeur ajoutée du médicament. Et non, ça... Là, c'est simple. Il faudrait absolument... Voilà. Non, mais vous avez totalement raison là-dessus. Vous avez tout à fait raison. Il est anormal que les agents soient payés. On ne peut pas être payé par celui qu'on juge. C'est totalement aberrant. Si on veut créer une taxe sur les essais thérapeutiques ou sur les demandes d'autorisation, ça peut se discuter, mais dans ce cas-là, ce doit être la Commission européenne qui le touche et qui le renvoie. Mais il ne doit plus y avoir aucun lien entre le laboratoire et l'EMA. Ça doit être un impôt donné à l'Europe. Là, d'accord. Et l'Europe donne le budget à l'EMA. Et ce budget doit être indépendant de l'activité réelle de l'EMA. Il doit être suffisant pour lui permettre de travailler correctement. Mais en tout cas... en aucun cas, les laboratoires ne doivent donner de l'argent à l'agence. C'est le même problème pour la FDA. La FDA est complètement pourrie parce que 80% comme l'OMS d'ailleurs, hein, rappelez-vous que le budget de l'OMS est avant tout donné par Bill Gates. Donc, alors, tous les problèmes viennent de là. Vu que les États-Unis ne veulent plus financer l'OMS, le deuxième contributeur, c'est Bill Gates, et le troisième aussi parce que c'est la fondation comment ça s'appelle, le CEPI, dont il y a Bill Gates. Gavi. Et alors, vous avez raison sur l'histoire des revolving doors, parce que ça, c'est un combat que je mène depuis ce temps. C'était M. Lundgren, qui était directeur de l'EMA. Je ne m'entendais pas du tout avec lui parce que je lui demandais est-ce que l'EMA donne toutes les études, les données, vous voyez, des études cliniques, soit ça marche, soit ça ne marche pas, mais on devait avoir accès à tout ça. Et qu'est-ce que j'apprends quand il part? Il avait créé son conseil pour les entreprises de médicaments, même avant de partir. Donc, la commission m'avait répondu, oui, mais c'est shame and name, c'est-à-dire le fait qu'il soit nommé, pour lui, c'est dramatique pour sa carrière. Mais j'ai dit, mais attendez, là, il a créé son entreprise. En plus, il connaissait tous les relais, tout ça. Donc, depuis, quand même, ça a évolué, depuis, maintenant, ils ont 3 ans pour couper les ponts, vous voyez, entre là d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent créer. Mais pour moi, 3 ans, ça ne suffit pas, il faudrait au moins 5 ans, parce que c'est ce qu'ils font au Canada, et je me bagarre là-dessus sur le plan européen. Donc, vous voyez, les choses avancent par rapport à ce que vous disiez sur M. Lundgren. Espérons que vous serez suivi. Oui, alors 3 ans, j'ai gagné ça, maintenant c'est acté, mais je trouve que les sanctions ne sont pas suffisantes, parce que s'il n'y a pas de sanctions financières, qu'ils soient dénoncés, vous voyez, dans les journaux, ça ne change pas leur vie. Ah, moi, je vais plus loin. Un juge qui touche de l'argent d'un des partis doit être mis en prison. Il doit être déchu du juge et être mis en prison. Et pour le médicament, c'est la mort de milliers de personnes. Je pense que là, les fautes à l'éthique de ce niveau-là, les fautes volontaires, doivent être punies de prison. C'est la mort de gens qui est en cause. Ce n'est pas uniquement un problème financier. C'est beaucoup plus grave que la concussion habituelle. C'est la concussion entraînant mort de personnes.
Donc non, je suis effectivement partisan de juges payés par, mettons pour l'Europe, par l'Europe, et qui ont une seule fonction, d'être indépendants de tout pouvoir d'argent et qui n'ont pas le droit, sous aucun prétexte, à faire du privé. Dans quoi il faut leur assurer une sécurité financière après. Bon, après leurs 5 ans, on pourra leur trouver une autre fonction, certainement, dans les normes, dans je ne sais pas, mais toujours avec le respect de l'absence de lien avec les parties en question. Et en dehors de ça, on s'en sort. Et alors, oui, vous n'avez pas cité une agence qui s'appelle le CDC, qui est une agence européenne qui, elle, est entièrement financée par l'Europe. Donc, elle n'a aucun lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Et elle est chargée de faire... Est-ce que les experts sont indépendants? Ah oui, oui, ils sont payés par l'Europe. Donc, et eux, ils sont chargés avec interdiction de contrôler tout ce qui est infection. Hein, c'est l'agence de contrôle des infections. Et ce qui est assez fou, c'est que la directrice actuelle a voulu, au moment de la crise du Covid, faire des recommandations sur l'ensemble des pays européens. Vous voyez, pour leur dire, bon, le confinement strict, ce n'est pas forcément obligatoire, mais il faut tester, il faut diagnostiquer, il faut informer, protéger les populations vulnérables. C'était ça son discours. Et ce sont les États membres qui lui ont demandé de ne pas communiquer, et parce que la santé, c'est la compétence des États membres. Alors elle m'a dit, parce que je l'avais interrogée, elle m'a dit, écoutez, voilà la position de l'ECDC, nous on va faire toutes les analyses du nombre de morts, mais il faut que vous nous souteniez sur l'idée aussi d'avoir une harmonisation sur le nombre de morts, parce que tous les pays n'ont pas comptabilisé de la même façon. Vous voyez, elle veut faire une harmonisation pour qu'on parle de la même chose. Et qu'en même temps, elle a été plus suivie sur le déconfinement, parce que là, il y avait des recommandations. Mais c'est fou que cette agence, personne ne la connaît. Tout le monde connaît le CDC américain, vous savez, qui intervient sur Ebola, etc. Mais très peu le CDC, alors qu'ils font le même boulot, mais ils sont bloqués un peu par les États membres qui veulent garder leur souveraineté sanitaire. Donc vous voyez que... et moi, je suis pour renforcer ça avec des experts financés par l'Europe pour que ces experts-là analysent aussi les études cliniques. Parce que quand même, que ça soit Lancet, que ça soit Recovery, que ça soit Discovery, si on avait un comité d'experts européens pour dire ça ne tient pas la route, là, le comité d'éthique fait courir des risques au niveau des patients, vous voyez, là, vous n'utilisez pas le protocole qui est demandé, ça permettrait de mettre un rapport de force vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Moi, je suis pour renforcer, si vous voulez, l'Europe dans son expertise et puis dans le fait qu'elle n'est pas jugée partie vis-à-vis des États. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que le rôle d'une telle commission serait extrêmement précieux, parce que le CDC américain est quand même complètement pourri. Hein, il faut le dire. Parce que le CDC touche, par exemple, sur le garde d'asile. Lorsque vous vaccinez quelqu'un par le garde d'asile, vous donnez de l'argent au CDC, entre autres, comme au NCH, parce qu'ils ont une partie des brevets. Donc, à partir du moment où ils touchent de l'argent sur un médicament en vente, on ne peut pas leur faire confiance lorsqu'ils parlent de ce médicament. Donc, je serais très heureux qu'on ait l'équivalent du CDC américain, mais honnête. Et ce serait très précieux. Je ne pense pas qu'il faille se battre forcément pour une harmonisation, car si on veut faire des études, il vaut mieux que les pays fassent des choses différentes, à condition qu'on puisse examiner et comparer leurs choses. C'est grâce à ça qu'on fait des progrès. Je donne un exemple. Pour la crise du Covid, si tous les gens avaient fait le confinement aveugle, personne ne pourrait se rendre compte que ce confinement aveugle ne sert à rien et est toxique pour la population. Donc heureusement que les Pays-Bas n'ont pas confiné, que la Suède n'a pas confiné. On peut se donner, et heureusement que l'Allemagne a fait un confinement spécifique des malades. Grâce à ça, on peut se rendre compte des effets. Donc je ne suis pas pour une harmonisation des pratiques des différents pays. Par contre, qu'on ait une agence européenne qui fasse l'analyse détaillée de chacun des résultats, ça c'est fondamental. Je serais très très heureux de faciliter, de faire tout ce qu'on peut pour faciliter cela. Mais ne pas demander l'harmonisation, au contraire. Comme disait Victor Hugo, de l'uniformité n'a qu'un jour l'ennui. Si vous voulez comparer, il faut avoir des choses différentes. Hein?
Oui, mais quand je parlais de l'harmonisation, je ne pensais pas aux pratiques. Je Ah, pensais, par exemple, sur les méthodes de calcul. ça sera très difficile. Comment on compte les Oui. morts. Vous voyez, Oui, mais là, par exemple, sur les méthodes de calcul, vous avez tout à fait raison. Mais les tests sont pas différents d'un pays à l'autre. Ils sont pas très fiables. Il faut le dire honnêtement, ils sont pas très fiables. On ne sait pas si c'est récemment, si c'est ancien, on ne sait pas combien de temps ça dure. Donc, il y a des incertitudes importantes sur les tests actuellement. Et puis, il n'y a pas eu d'autopsie. La médecine clinique a progressé historiquement par les autopsies. Or, pour le Covid, l'OMS a interdit les autopsies, comme si c'était la peste. On peut parfaitement faire des autopsies en scaphandre pour ne pas contaminer les gens qui les font. Hein. Donc, ce n'est pas un problème. Or, je pense qu'on aurait énormément progressé beaucoup plus vite si on avait fait des autopsies des gens morts de Covid. On serait rendu compte en particulier de l'importance des thromboses, de beaucoup de choses qui sont passées à l'as parce qu'on ne les a pas regardées. Hein. Donc, oui, vous avez raison, il faut donner des recommandations sur la manière de compter les malades, mais c'est difficile. Et ce sera forcément difficile. Mais on peut aussi faire des enquêtes ponctuelles pour savoir comment dans tel pays on compte et comment dans tel autre pays on compte. Ça, on pourrait le faire, avec une agence qui ait suffisamment de personnel pour le faire. Ça, ce serait très intéressant. Et effectivement, à partir du moment où on a des gens qui sont honnêtes, c'est précieux actuellement dans notre monde. C'est énormément précieux. Donc, espérons que vous arriverez à faire progresser cette chose. Ben, en tout cas, on va conclure. Écoutez, merci, professeur Delépine, d'avoir participé à ce débat, parce que vous avez, à la fois par votre pratique, votre profession, votre expérience, et par votre esprit critique aussi, hein, parce que on peut être la tête dans le guidon et pas prendre du recul. Donc, ça montre aux gens qu'il y a quand même des médecins qui sont critiques et qui ont une analyse, et puis aussi qu'il y a des politiques qui se bagarrent et qui fait qu'on essaie d'aller dans l'intérêt général et de taper quand même là où ça ne va pas, parce que je sens depuis, vous voyez, c'est mon 3e mandat en tant que député européen. Alors, on a avancé sur la transparence des essais cliniques, sur les données. Vous voyez, il y a même eu des labos qui ont attaqué. Ah, si. Sur l'agence, vous voyez, je ne suis pas une fan de l'Agence européenne des médicaments, mais maintenant, ils publient les études cliniques et ils se sont fait attaquer par 3 labos en justice parce que les labos ne voulaient pas la transparence des essais cliniques. Et ils ont gagné. J'espère. Oui, ils ont gagné il y a 3 mois. Pardon? Par la justice. Pardon? Eh ben, les résultats, c'est que la justice a donné gain de cause à l'Agence européenne des médicaments pour qu'ils puissent publier leurs études cliniques et toutes les données. Ah, ça, c'est alors que ça, bravo. Oui, et bravo alors. Je vous assure, ça fait 3 mois, on s'est bagarré là-dessus. Donc, il y a des choses qui avancent, mais la crise du Covid vous a montré quand même, et moi, j'avoue que je suis stomaquée par ça, que la force, la puissance des labos, que ça soit sur nos politiques, et j'en veux beaucoup à Mme Buzyn, j'en veux beaucoup, moi, à Olivier Véran, qui n'ont pas pris le recul nécessaire, parce que je me dis, à quoi sert ce comité scientifique s'ils ne sont pas là pour les aider à prendre des bonnes décisions et analyser les publications les plus récentes pour leur dire, non, ça c'est... vous voyez, c'est frauduleux, ça ne tient pas la route, etc. Non, soyons raisonnables. Voilà. Ce comité n'était pas là pour conseiller objectivement le gouvernement. Il est là pour vendre des vaccins et vendre le remdesivir. C'est tout. Il a été mis en place pour ça. Sa composition est évidente quand on regarde. On n'a pas de médecin de terrain, on n'a aucun critique. D'ailleurs, Raoult était par hasard là, il est parti très vite parce que de toute manière, il a bien vu qu'il ne ferait rien parce qu'il ne pourrait rien faire. Non, ce comité a été uniquement là pour valider les positions du gouvernement et en fait de Gilead et des marchands de vaccins. Je vous rappelle que le rapport de Ferguson était beaucoup plus sévère que ce qu'on a subi. C'était on confine tout le monde pendant 18 mois jusqu'à temps qu'un vaccin arrive ou un médicament miracle. C'est ce qui est écrit dans le rapport 9 de l'Imperial College. Et simplement, ils n'avaient pas tenu compte des morts collatéraux ni des problèmes économiques. C'est quand même absolument incroyable. Et donc là, ils sont rattrapés par l'économie. Ils se rendent compte que là, ils tuent la société du point de vue économique, donc ils sont obligés de relâcher un peu la vapeur. Mais le rapport, je veux dire, moi je suis pour qu'on mette en jugement M. Ferguson.
parce que ce qu'il a fait comme proposition, c'est parfaitement criminel. Et son action aura contribué à tuer des dizaines de milliers de personnes. Je mâche mes mots, je peux faire le compte précis. Hein. Actuellement, j'écris un livre et j'ai fait le compte. Oui. Entre les cancéreux qui n'ont pas été traités, les insuffisances cardiaques qui n'ont pas été traitées. Ou un autre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas, nous, les capacités en France, en Espagne, en Italie, d'avoir des gens qui disent non, on n'est pas d'accord avec cette analyse. Parce que rappelez-vous, pour la grippe H1N1, vous savez, je m'étais beaucoup impliquée, il y avait l'INVS à l'époque qui déclarait qu'on aurait eu qu'on allait avoir 60 000 morts. Ça aussi, c'était des effets. C'était déjà Ferguson. Voilà. Oui, mais enfin, ça a été suivi par des gens, on dirait, qui n'ont aucun esprit critique. Alors, je préfère qu'en France, on ait des scientifiques critiques par rapport à des gens comme ça, à des gourous qui nous amènent dans le mur, parce que moi, je suis pour la responsabilisation des gens. Absolument. Et je suis pour que la santé, ça soit approprié par l'ensemble des maillons, si vous voulez, du système. Pas que les médecins, mais aussi tout le personnel médical, mais aussi les citoyens, parce qu'on est acteurs de notre santé. Et je pense que si on joue comme ça... Avec mon épouse, on se bat pour ça depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, nos articles, on ne les a pas proposés à des revues scientifiques à haut niveau qui auraient été refusées, puisqu'on n'était pas dans le mainstream. Donc on savait très bien qu'ils nous auraient fait patienter 2 ans pour que ça n'ait plus aucun intérêt et qu'ils auraient refusé en définitive. On l'a proposé dans des tribunes publiques d'Agoravox et là maintenant dans le Parisien Libéré, dans Résistance Laïque, dans n'importe quelle revue qui acceptait de nous prendre. Et c'est en un langage populaire pour que les citoyens puissent avoir les informations de défense contre les malinformations que leur donnent les gouvernements. Donc effectivement... Merci. Je suis complètement heureux, en tout cas, que vous ayez obtenu la transparence de l'EMA grâce à la justice. Là, vraiment, bravo. Bravo. Et merci. Merci beaucoup, professeur. Vous saluerez votre femme, Nicole, et puis continuez bien votre combat. On a besoin de gens comme vous. Quand nous vivrons, nous nous battrons. Merci. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir.